Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec, Sport Expert et STM, fiers partenaires des Jeux du Québec. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de... présente aujourd'hui les épreuves d'athlétisme. Début du bloc 2 ici pour cette 51e finale des Jeux du Québec. Julien Monlasson en compagnie de Niels Olivetto. Niels, bonjour. Salut Julien, ça va bien? Ça va très bien, vous? Fantastique, une belle journée. Il n'y a pas de pluie, il y a du soleil, ça va bien jusqu'à maintenant. Il y a un vent que vous allez entendre quotidiennement aujourd'hui dans nos micros. Il y a un vent qui sera là pour venir effectivement gêner les athlètes. Aujourd'hui, dis-je, début des épreuves pelouse, donc 2 types d'épreuves. Est-ce que tu pourrais nous en parler là finalement là? Alors en athlétisme, nous avons les épreuves de piste et de pelouse. Dans les épreuves de piste, il y a les différentes courses de sprint et de demi-fond. Et dans les épreuves de pelouse, nous avons les différentes épreuves de saut et de lancer. Donc, dans les lancers, nous avons 4 épreuves que nous allons malheureusement pas couvrir tout aujourd'hui parce que c'est sur plusieurs jours. Mais dans les lancers, nous avons le lancer du poids, le lancer du disque, le lancer du javelot et le lancer du marteau. Et dans les sauts, nous avons les différentes épreuves de saut à la perche, de longueur et de saut en hauteur. Bon, je parlais du vent aujourd'hui. Pour les épreuves de lancer, j'imagine, ça c'est clair, il y a un impact. Pour les épreuves de saut, est-ce que ça a un impact ça, au niveau des performances des athlètes? Il y aura toujours un impact avec le vent, quelles que soient les épreuves dans la majorité du temps. C'est clair qu'au saut en hauteur, ça va affecter les jeunes athlètes car ils doivent faire des courses d'approchement vers la barre qui, le vent pourrait influencer leurs différents pas. Donc, ça a un effet. Au saut en longueur, ça va dépendre de la direction du vent. Un vent de dos va permettre aux athlètes d'aller chercher une meilleure performance. Ça peut aider. Un vent de face, ça va faire exactement le contraire. Pour revenir au saut en hauteur, c'est certain que tout dépendant de la direction du vent, ça peut affecter leur course parce qu'il y a au saut en hauteur deux parties au saut. Il y a la course d'approche et il y a le mouvement curviligne qui est la phase finale du saut juste avant. Donc, c'est pas la même direction. Puis j'imagine également, là, on voit finalement présentement le saut en hauteur juvénile et féminin. Est-ce que ces athlètes-là s'entraînent à l'année pour faire uniquement ce type d'épreuve ou c'est vraiment finalement ils ont été choisis pour les Jeux du Québec? À ce stade-là de leur développement, je soupçonne très fortement que les athlètes, dans leur entraînement, font plus qu'une épreuve. Et en athlétisme, c'est très important d'en faire, de ne pas se spécialiser tout de suite, trop tôt, dans une épreuve. Jusqu'au niveau junior, c'est clair que tout doucement, plus on avance dans les catégories d'âge, plus il y aura une spécialisation qui va se faire parce que, bon, on monte de niveau, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est clair que ces athlètes-là font à l'entraînement, et là, je ne veux pas parler pour tout le monde, bien sûr, ça va dépendre de l'entraîneur et des athlètes, mais dans leur entraînement, il y aura de la course, il y aura différents types de sauts, et elles se spécialisent en hauteur, mais il est possible qu'elles puissent faire d'autres épreuves également. Puis, quand on parle d'athlétisme sur pelouse, est-ce que c'est finalement un sport là, qui est en effervescence ici au Québec? Est-ce que c'est un sport qui est populaire auprès de nos jeunes? J'aimerais pouvoir répondre oui pour tout le monde. C'est difficile à dire oui pour tout le monde. Ça dépend énormément. Moi, ma théorie est la suivante. Ça dépend énormément de l'influence des éducateurs physiques au niveau des écoles secondaires au Québec. Alors, un éducateur physique qui a eu une formation dans son éducation en athlétisme ou qui a pratiqué de l'athlétisme va pouvoir transmettre beaucoup plus facilement ses connaissances en athlétisme qu'un éducateur physique qui ne l'aurait peut-être pas vu autant. Donc, ça dépend. Ça dépend des régions, ça dépend des écoles. Certaines écoles ont des éducateurs physiques qui ont par exemple, pratiquer des lancers dans leur développement. D'autres écoles n'ont pas cette chance-là, donc c'est très variable. Puis là, comme je vous mentionnais, on voit présentement, nous, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, je vous le mentionne, plusieurs types d'épreuves. Il y a des pentathlons, des décathlons, des heptathlons. Pour les pentathlons, 5 épreuves sont disputées, les décathlons 10 et l'heptathlon 7. Absolument. Alors, on va, nous, là, comme je vous mentionne, on a un petit problème, finalement, là, technique au niveau, finalement, là, finalement, de l'horaire d'aujourd'hui. C'est les... présentement, comme je mentionnais, c'est les femmes juvéniles en saut à hauteur. Et nous, à compter de 1 heure, finalement, là, on va vous présenter l'épreuve en hauteur cadet
dans l'épreuve pentathlon, c'est un système de points, finalement, accumulés à chacune des épreuves. Et celui qui aura accumulé au bout des 5 épreuves le plus grand nombre de points sera couronné champion, finalement, de ces 51e finales des Jeux du Québec. C'est toujours un très grand défi logistique de couvrir plusieurs épreuves en même temps. Hein. Ça va de soi. En athlétisme, c'est toujours un challenge de plus. Donc, de pouvoir bien renseigner les spectateurs sur différentes épreuves, il faut s'assurer qu'au niveau logistique, tout puisse bien fonctionner. Puis qu'est-ce qui différencie finalement, là, comment je pourrais, sans vouloir être péjoratif, mais un athlète qu'on sait finalement qui sera très performant au niveau du saut à hauteur, comment finalement là, on détermine à cet âge-là que l'athlète va être en mesure de faire ce sport-là? C'est quoi les caractéristiques finalement d'un bon sauteur ou d'un bon lanceur? C'est un sport qui demande des capacités d'impulsion très élevées et de vitesse d'approche. Donc un athlète qui a une bonne vitesse de base, qui a une bonne impulsion, donc la capacité de pouvoir développer une puissance. Quand on parle de puissance, on parle d'un déplacement d'une masse de son corps et de déplacer selon une certaine distance. Donc dans ce cas-là, on parle de sauter. Donc ce sont des athlètes qui ont une capacité d'exécution au niveau de contraction musculaire qui est très élevée. Bien sûr, la taille de l'athlète est un facteur. Comme on peut voir à l'écran, les athlètes doivent absolument monter leur centre de gravité, donc le bassin en haut de la barre. Plus elles sont grandes, plus le centre de gravité est haut. Donc c'est un avantage. Ce n'est pas automatique ou systématique en termes de performance. Mais à un niveau international beaucoup plus élevé, on s'entend que les athlètes ont une bonne taille lors de la pratique de la hauteur. Puis on va certainement voir là, sur la reprise ici. Est-ce que tu pourrais peut-être juste un peu nous expliquer finalement ce que tu viens là? C'est ici le saut, ça c'est finalement, on voit la grandeur de l'athlète qui vous permet finalement là, de réussir ce saut. Oui, un saut. Donc nous sommes dans le début de la compétition, la barre est encore assez basse. On voit à l'écran la préparation de la jeune athlète. Très bientôt, on aura la liste des noms. Oui. Donc, elle a une bonne vitesse d'approche, une impulsion qui est assez élevée. On voit qu'elle franchit la barre assez facilement. Donc, à ce stade-là de la compétition, elles sont encore dans leur premier saut. Et tout doucement, au fur et à mesure, la barre va monter. Elles vont tout doucement s'approcher de leur performance à l'entraînement. Est-ce que ça arrive souvent, finalement, que les athlètes réussissent à sauter comme ça sans tomber sur le dos? On a une technique ciseau. On vient de voir une technique ciseau à l'écran, qui est une technique qui est employée en règle générale par les athlètes qui débutent dans le sport. Donc, au fur et à mesure où on avance au niveau technique, la technique ciseau va disparaître. Pour pouvoir aller chercher une meilleure performance, on va y aller avec la technique dorsale, qui est la technique Fosbury, que l'on appelle, que l'on vient de voir également ici, donc technique Fosbury. La technique de saut du ciseau est limitée quand même parce qu'il y a une très grande différence au niveau technique. Elle est plus simple, mais lorsque les athlètes vont avancer au niveau de leur développement. Finalement, ce n'est pas une technique qu'on préconise, là, nécessairement. Au début, oui. Au début, ça va. Et par la suite, lorsqu'on avance dans les années, c'est clair qu'un athlète de très haut niveau qui fait du ciseau, ça n'existe plus. Okay. Donc, j'imagine qu'on ne verra pas ça à Rio cette année, finalement. Je serais très surpris, oui. On peut peut-être expliquer également là, la différence entre les deux couleurs des drapeaux qu'on vient de voir, là, de l'officiel tout juste placé en face, finalement. Là. Oui, alors bien sûr, le but de l'épreuve, c'est de franchir la barre et de ne pas faire tomber la barre. Donc, s'il y a contact avec la barre et la barre reste, elle peut vibrer, mais si elle reste fixe au bout de quelques secondes, le saut est réussi. Donc, les officiels ont deux drapeaux, comme on peut voir à l'écran. Il y a un drapeau blanc et un drapeau rouge. Si l'essai est raté, il y aura le drapeau rouge qui va se lever. Et si l'essai est réussi, ce sera le drapeau blanc. Et si je ne m'abuse, chaque athlète a 3 tentatives? 3 tentatives pour franchir la hauteur qu'elles ont choisie lors de leur saut. Mais c'est clair qu'elles vont faire beaucoup plus que 3 sauts dans l'ensemble de la compétition. Et là, il faut prendre en considération, bien sûr, le facteur endurance musculaire, parce que plus on fait de sauts, plus il y a une fatigue qui s'accumule. Donc, il y a un élément stratégique au saut en hauteur,
il faut choisir le nombre de sauts qui nous convient en sachant qu'au bout de X nombre de sauts, selon l'athlète, il y a une fatigue qui s'accumule et là, ça commence à être plus difficile. Donc, stratégiquement, il faut le prendre en considération. Puis là, on voit finalement cette athlète-ci a débuté de l'autre côté. Est-ce que finalement, c'est parce qu'elle est gauchère? Elle est probablement gauchère, effectivement. Oui. Donc, elle va attaquer la barre avec son épaule gauche. La plupart des athlètes vont y aller avec un mouvement, avec une course d'approche de leur côté droit, comme on peut voir ici à l'écran. Et l'attaque à la barre va se faire avec l'épaule droite. On est toujours en train de compléter finalement cette épreuve là, juvénile féminin. Dès que nous aurons finalement les informations là, pour pouvoir être en mesure de vous nommer ces athlètes, nous le ferons si possible. Le saut est réussi. Une belle technique ici, on voit clairement que lorsque la barre a été franchie, le centre de gravité au niveau du bassin était beaucoup plus haut. Donc il y a également un élément de souplesse lorsqu'on franchit la barre. Donc si l'impulsion est élevée et la vitesse d'approche est bonne, mais que le niveau de souplesse n'est pas optimal lors du franchissement de la barre, c'est clair que ça pourrait désavantager l'athlète. J'imagine que le timing doit être parfait en réalité lorsqu'on fait l'impulsion. À la distance où on fait l'impulsion, ça doit être le timing parfait. La transition entre la course d'approche et le moment de faire l'impulsion du pied à l'appel est énorme. Parce que si la vitesse est optimale, mais que la transition n'est pas parfaite au niveau du rythme, entre autres, c'est clair que ça pourrait être un désavantage. Donc, idéalement, on veut accélérer à l'approche de la barre. La difficulté, c'est que lorsqu'on accélère, il y a un mouvement curviligne qui se fait, où il y a une courbe qui est faite lors de l'approche, ce qui rend l'accélération plus difficile. Donc c'est ça la difficulté, de pouvoir accélérer, non pas de façon linéaire, mais de façon linéaire et suivi d'un mouvement curviligne. C'est clair que ça prend plusieurs années d'entraînement pour pouvoir vraiment le maîtriser. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça, c'est valable pour toutes les épreuves en athlétisme en règle générale. Puis également, aujourd'hui, on va présenter des épreuves de saut en longueur. Est-ce que c'est le même principe pour les épreuves de saut en longueur? Les athlètes choisissent la distance ou là, à ce moment-ci, finalement, c'est vraiment on saute le tout pour le tout et on tente d'atteindre la distance la plus longue? Voilà, à ce stade-là, on saute pas le tout pour le tout. Il n'y a pas de marque qui est choisie au préalable. La distance va être mesurée à chaque fois. Et c'est cette fois, c'est dans cette compétition qu'on a 3 tentatives finalement pour faire le plus long saut. Au saut en longueur, oui. Pour les finales au saut en longueur, il y aura les 8 premiers athlètes ayant franchi les plus grandes distances auront, eux, 3 sauts supplémentaires. Mais au départ, tous les athlètes auront 3 sauts. 3 sauts. Voilà, et les 8 derniers en auront 6. Les 8 premiers, auront 3 autres supplémentaires. Excellent. Toujours en train, comme je l'ai mentionné, de compléter cette épreuve. Alors, dans quelques instants, selon l'horaire, ce sera la compétition de saut en hauteur chez ces cadets. C'est la compétition pentathlon. Il annonçait des orages également aujourd'hui. On n'en souhaite pas en réalité, mais finalement, là, quand on regarde le ciel ici au centre Claude Robillard, tout semble être OK pour le moment. Il y a beaucoup de vent, donc ça aide pour les orages, mais pour les épreuves, et même pour nous, au micro, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Tantôt, on aura le pentathlon cadet masculin. Donc, on parle de 5 épreuves au niveau du pentathlon qui ont été cédulées aujourd'hui. Donc, on parle de 5 épreuves, le 100 mètres haies, la longueur, le poids, la hauteur et le 1000 mètres. Et donc, 5 épreuves qui se font en une journée. C'est quand même assez chargé
comme journée pour les athlètes. Au décathlon, on parle de 10 épreuves, donc les groupes d'âge qui sont plus vieux au niveau juvénile homme. Mais quand on y pense bien, le pentathlon, 5 épreuves en une journée, c'est l'équivalent des 5 premières épreuves au décathlon en première journée du décathlon. Est-ce que le décathlon est uniquement réservé finalement pour ce type de compétition aux hommes ou les femmes vont faire des décathlons aux Jeux du Québec? Alors le décathlon pour les hommes et l'heptathlon pour les femmes. Heptathlon, on parle de 7 épreuves pour les juvéniles. Puis c'est un mix finalement de la pelouse et de la piste. Voilà, alors ça détermine les athlètes les plus complets. Toutes les qualités athlétiques sont prises en considération. Vitesse, puissance, exécution, endurance physique, technique. C'est des athlètes extrêmement complets. J'imagine que le 1000 mètres doit être une épreuve assez, comment dirais-je, assez demandante lorsqu'on vient d'en faire 4 autres si on termine par celle-ci. Oui, et puis au décathlon chez les hommes, il y a 1500 mètres à la dernière épreuve. Donc, pour avoir connu beaucoup d'athlètes en épreuve combinée dans le passé, je peux vous dire que c'était l'épreuve que je préférais le moins. Là. Tout le monde a hâte que ça finisse rendu là. Mais ouais, c'est vraiment le test d'endurance ultime que l'on fait à toute fin et qui conclut les épreuves combinées. Alors nous, on va vous laisser en image sur cette compétition finalement de saut en hauteur juvénile. Et on sera de retour là finalement pour, on l'espère, la compétition pentathlon chez ces cadets messieurs, le saut en hauteur.
De retour au centre Claude Robillard pour cette compétition du lancer du disque chez ces messieurs juvéniles, 1,5 kg. On est dans cette ronde préliminaire. Les 12 meilleurs avancent. Alors, 25 compétiteurs aujourd'hui pour cette ronde préliminaire. Le prochain compétiteur à s'amener. Numéro 337. Malheureusement, c'est raté. Rani Naman de la région de Laval. Est-ce que dans cette compétition aussi, également, Niels, c'est 3 essais pour chacun, puis c'est le meilleur résultat? Alors, les 25 athlètes auront tous un minimum de 3 essais. Et les 12 meilleurs, après 3 essais, auront 3 lancers supplémentaires. Pour déterminer finalement là, les 3 grands gagnants de ces Jeux du Voilà, Québec. et le meilleur résultat, le meilleur lancer de ces 6 lancers, parce que ce sera les médaillés auront 6 lancers, c'est sûr. C'est le meilleur lancé parmi les 6 qui va déterminer le classement final. Donc, si je comprends bien, ceux de la ronde préliminaire comptent également. Ceux de la ronde préliminaire comptent également. Par contre, là, nous sommes en qualification. Donc, lorsqu'il y aura la finale, on va recommencer à zéro. Excellent. Donc, lancé d'Adam Gabriel de la région de l'Outaouais. Nous voyons des jeunes avec différentes techniques. Selon leur développement et leur niveau technique, certains emploient le lancer sans rotation, et qui est beaucoup plus difficile à apprendre, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et d'autres qui vont faire un lancer avec rotation. Donc, quand on parle d'une rotation, on parle en règle générale d'un tour et demi, qui est la technique classique au lancer du disque. Mais c'est certain que dans leur développement au niveau de l'épreuve, c'est encore une fois, on y va par étapes. Une épreuve qui est extrêmement technique, qui demande beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, mais également un très grand niveau de relâchement. Alors, Junior François de la région de Bourassa se prépare. On voit justement ce que tu viens de nous mentionner, une technique ici sans rotation. Voilà, alors un jeune qui est au début de sa phase de développement. Un lancer qui est bien droit au niveau de son angle. On a remarqué qu'il a levé le pied droit au moment de lancer, donc il a rapidement quitté sa phase double appui. Pour accélérer un engin, n'importe quelle épreuve de lancer, l'engin peut seulement être accéléré lorsque les 2 pieds sont au sol. Lorsqu'il y a un pied qui quitte le sol trop rapidement, il y aura une décélération. Donc c'est important qu'il puisse garder son pied droit, dans ce cas-là, un peu plus longtemps pour pouvoir compléter son lancer de façon optimale. Donc, un lancer de 19,86 m. Thomas Laviolette de la Naudière s'amène. Encore une fois, on voit une lancée sans rotation. Il n'a pas l'air très content de son jet. On le voit, il a rapidement mis les mains aux hanches. C'est indicateur qu'on n'est pas toujours content de son lancer. Il n'a pas atteint la pelouse. Le disque est tombé là, sur l'asphalte devant celle-ci. Alors, encore une fois, on remarque que son pied droit a rapidement quitté le sol, donc il n'a pas pu accélérer l'engin en phase de double appui. Ce sera une technique qui devrait être corrigée pour pouvoir aller chercher plus de distance.
La grande difficulté également au disque, même si la technique est parfaite, c'est l'élément du planage du disque. Donc là, il faut que l'angle du disque dans les airs puisse être optimal. Parce que si la technique est bonne, mais qu'il y a eu un mouvement au niveau des doigts ou des poignets qui ne permet pas au disque de planer, la distance va être affectée. Technique en rotation ici. Très bon lancer, bel angle en plein centre du terrain. Il y a eu l'angle idéal au lancer du disque est d'environ 42-43 degrés lors du lâcher. On voit que le disque était un petit peu trop bas. Il aurait pu augmenter, donner un peu plus d'angle au moment du lancer. Mais un jeune athlète qui est très relâché, ce qui est très important au lancer du disque. Donc, c'est vraiment le yin et le yang. Hein. C'est la capacité d'être très puissant, très rapide, mais d'être très relâché, ce qui est très difficile. Ça prend énormément d'années pour pouvoir aller chercher cet équilibre-là. Alors, Chad Scarsini, de la région de la Rive-Sud. Également, technique sans rotation. On atteint tout juste, je crois, la ligne là, des 20 mètres. Un jeune homme qui utilise bien son centre de gravité lorsqu'il descend sur ses jambes, ce qui est bien. Encore une fois, on peut voir, regardez, on observe le pied droit au sol. Il va, au moment de lâcher, il va être sur une jambe juste avant que le disque quitte ses mains. Donc, une fraction de seconde, un peu plus longtemps, avec son pied d'appui au sol, va lui permettre de pouvoir aller chercher une plus grande distance. Donc, si je comprends bien, là, il aurait fallu qu'on laisse le deuxième pied finalement au sol. Un petit peu plus longtemps. Un petit peu plus longtemps. Okay. Ça prend beaucoup de patience dans le disque. Il faut être rapide, mais il y a une patience dans l'exécution qui encore une fois, ce sont des jeunes hommes qui sont dans leur phase de développement. Donc, c'est très, très long à développer un lanceur du disque pour pouvoir posséder et acquérir le niveau technique qui est demandé. Donc, une distance de 20 mètres, point 69 pour le représentant de la région de la Rive-Sud, Chad Scarsini. Donc, on vient de compléter justement là, cette ronde préliminaire. C'était le troisième lancé finalement de chacun des athlètes. Vraiment, aujourd'hui, on a plusieurs disciplines sur ce terrain d'athlétisme ici au Centre Claude Robillard. Donc, nous, on va s'arrêter quelques instants et au retour, on aura d'autres épreuves à vous présenter ici, là, sur ce terrain, finalement, là, au Centre Claude Robillard, où toutes les épreuves d'athlétisme sont présentées dans la deuxième semaine de la 51e finale des Jeux du Québec. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur velodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Hey, nos fruits et légumes du Québec, sont-ils beaux? Ils étaient beaux. Pendant le temps des récoltes, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1000 $ en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo.
Banque Nationale. Moi, j'ai commencé très jeune. Je pense je commence ma 9e année en ce moment. Donc, je suis un vétéran, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup pour arriver à des résultats comme j'ai fait aujourd'hui. À long terme, j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques. Ouais, parce que je vois ça à la télévision. C'est un rêve pour moi. Comme hier, avec notre finish, là, on a passé sur la page Facebook de ITU. Ça, c'est le triathlon dans le monde. Donc, c'est mes idoles qui compétitionnent là-dedans. Puis là, je passe dedans aujourd'hui. Ça passe des Jeux du Québec à l'international, donc je suis vraiment content. L'athlète du jour, une présentation d'AgroPure. Pour les Jeux du Québec, côté golf, on avait 3 jours de compétition avec 3 formules de jeux différentes. La première journée, on a joué en 2 balles, meilleure balle. On a joué en Vegas à 2. Et puis la 3e ronde qui était aujourd'hui, on a joué en formule individuelle Stableford. Donc on a joué Stableford la ronde 2 et la ronde 3, donc système de points. Donc les joueurs, quand ils faisaient un score comme un par, ils ramassaient 3 points. Et d'autres scores pour bogey, double bogey, birdie, eagle et albatros. Côté des filles, on a Audrey Paradis qui a gagné 3 médailles d'or. Et puis on a Emilie Romancev qui a gagné également 3 médailles, 2 d'argent et 1 d'or. Chez les garçons, ça a été plus partagé au niveau de tout le monde, un petit peu partout à travers de plusieurs régions.